Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure de débat autour d'une thématique économique qui vous concerne. Ce soir, on vous parle de la situation de la compagnie nationale Air Algérie. La situation d'Air Algérie, après quasiment une année de pandémie, comment se porte-t-elle? C'est le cas de l'ensemble des compagnies aériennes à travers le monde. Air Algérie aussi a perdu beaucoup d'argent pendant l'année 2020. Elle termine cette année avec une perte qui est estimée à près de 40 milliards de dinars. En juin dernier, le ministre des Finances disait que la compagnie avait déjà perdu 35 milliards de dinars. La suspension des vols a donc éreinté la trésorerie de la compagnie qui a contribué à assurer bon an mal an le salaire de ses travailleurs et surtout assurer la maintenance de ces avions qui étaient cloués au sol. Cette semaine, les vols intérieurs ont donc repris finalement, mais aucune visibilité sur la reprise des vols commerciaux internationaux notamment n'est encore envisagée. Comment la compagnie fera-t-elle face à sa propre crise? Comment et devrait-elle faire aussi prendre des mesures afin de pouvoir redresser sa situation financière? Quels sont les outils qu'elle peut employer au niveau interne en attendant bien entendu une aide financière du Trésor qui sûrement finira par arriver au bout d'un moment. Voici donc le débat que nous faisons avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Chakib Belaili, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ex-directeur général de la compagnie Air Algérie. Vous l'avez quitté en 1995. Vous avez également occupé le poste de directeur général de l'aviation civile. Oui. Merci d'être avec nous. Le plaisir également de recevoir Monsieur Boutmedja Sami, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous représentez la compagnie Air Algérie. Vous êtes le directeur vente et réseau de la division commerciale. C'est bien ça. Et merci à vous, Mohamed Saïd Kahoul. Bonsoir. Bonsoir. Et d'être avec nous. Vous êtes consultant en management d'entreprise et vous êtes là pour nous éclairer sur justement les aspects de management qui peuvent être modifiés, améliorés, revus au sein de cette compagnie nationale. Avant d'entamer le débat, revenons sur le fait d'actualité qui a marqué cette semaine, entre autres, celui de la reprise des vols intérieurs de la compagnie Air Algérie, une desserte qui a été augmentée à raison de 2 vols à des destinations intérieures. Sami Ibn Belqasem est allé pour voir cela de plus près à travers son reportage. Après plusieurs mois passés au sol, les appareils de la compagnie nationale Air Algérie retrouvent leur envol après une absence qui a duré plus de 8 mois sur fond de Covid-19. Pour le moment, seuls les vols domestiques sont concernés par cette reprise. Le premier vol d'aujourd'hui a été à destination d'Oran. En termes de chiffres, Air Algérie a mis pour cette journée plus de 1080 sièges à disposition de ces passagers. Il dessert tous les aéroports du territoire national, comme il nous a été indiqué par les autorités publiques et sanitaires. Le sud à échelle de 100% et le nord à une fréquence de 50%. La compagnie Air Algérie a programmé 34 vols par semaine pour les wilayas du sud, du nord et de l'ouest du pays. Aujourd'hui, 2 vols ont été programmés à destination d'Alger, l'un à 10 h et l'autre un peu plus tard à 16 h. À l'entrée de tous les aéroports du pays, les voyageurs sont accueillis par des marquages au sol pour observer la distanciation. Même chose dans les salles d'embarquement et les appareils. La distanciation est illustrée par un seul siège vide séparant les passagers. D'autres mesures de sécurité sont en place, notamment la prise de température par les employés des aéroports. Et du côté de la DGASN, tous les moyens ont été disposés afin de fluidifier la reprise et éviter la contamination tant chez les voyageurs que chez les employés. Le retour des vols domestiques, la Sûreté nationale a pris un ensemble de mesures pour accompagner les décisions prises par l'État. J'espère que les passagers respecteront les mesures sanitaires, c'est important. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Quant à nous, nous serons toujours mobilisés pour assurer les voyages en toute sécurité. Les mesures de prévention sanitaire ont été mises en place depuis le mois de juin. Le port du masque obligatoire et la distanciation physique sont respectés. Une équipe médicale est sur place pour le contrôle des voyageurs à l'embarquement et aussi à l'arrivée. Nous avons mis en place toutes les mesures de prévention
opération suivant le protocole sanitaire édicté par le gouvernement. Ces vols vont donner une poussée économique pour la wilaya de Tiaret. À cause de la crise sanitaire, Air Algérie est secouée par une très forte zone de turbulence marquée par une perte de 40 milliards de dinars annoncée par le PDG Bakouch Allesh, reçu lundi dernier par la Commission des Transports et des Télécommunications de l'Assemblée populaire nationale. Pour y faire face, le management a décidé de prendre une série de mesures visant à réduire les dépenses. Ainsi, une coupe conséquente est opérée sur le salaire des employés de 30 à 50%. Cependant, le syndicat refuse catégoriquement cette décision. Pour ce qui est des vols commerciaux internationaux, le gouvernement a indiqué qu'ils étaient suspendus jusqu'au nouvel ordre. Voici donc un reportage qui donc retraçait la reprise très attendue par beaucoup d'Algériens pour ce qui est des vols intérieurs. La compagnie, on l'a vu, assure l'ensemble des mesures de distanciation et de lutte contre la propagation de la pandémie. C'est très important. Ce à quoi nous nous intéressons ce soir, c'est la situation de la compagnie Air Algérie, qui est un des dommages collatéraux de cette pandémie. L'ensemble des compagnies aériennes au niveau mondial sont touchées. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Chekib Belili, est-ce que vous pouvez nous donner une description sur ce qui prévaut au niveau des compagnies internationales à travers le monde après cette année 2020? Oui, disons c'est la crise due au Covid-19. C'est une crise inédite dans le transport aérien depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a jamais eu une crise qui a eu un impact aussi négatif sur la prévision cette année est qu'on terminera 2020 avec moins 66% par rapport à l'année 2019. Et bien sûr, le choc a frappé de manière très différente les différentes régions du globe. Donc ça, c'est... Est-ce qu'il y a des pays, justement, dont les compagnies ont été plus affectées que d'autres? Vous savez, au début, le choc a été pour toutes les compagnies. Les compagnies maintenant asiatiques commencent à reprendre en repris, c'est-à-dire en Chine, etc. Maintenant, quelles sont les compagnies qui ont été les plus touchées? C'est avant tout les compagnies régulières, classiques. Ensuite, viennent les compagnies à bas coût, parce que c'est des compagnies qui ont appris depuis des années à maîtriser leurs coûts. Et ensuite, il y a les compagnies charter, qui ont eu quand même quelques vols charter, et les compagnies qui font uniquement du cargo ont été beaucoup moins touchées, parce qu'il y a eu un besoin de transport de marchandises, du fait qu'il n'y a plus d'avions réguliers pour transporter les marchandises. Elles se sont réorientées vers le transport de marchandises. Oui, parce qu'on n'a plus les soutes. Dans un avion qui transporte des passagers, vous avez aussi des soutes qui transportent des marchandises. Du fait qu'il y a eu beaucoup d'annulations de ces vols, donc il y a un transfert vers l'activité cargo. Donc l'activité cargo est beaucoup moins aujourd'hui au niveau mondial. Les compagnies essaient de survivre et ensuite de reprendre les activités. Elles ne peuvent pas survivre à elles seules parce que ça dépend. C'est des compagnies classiques quand même, en général à 3 à 4 mois de trésorerie. Les compagnies à bas coût ont jusqu'à 6 mois, 6 à 7 mois de trésorerie. D'ailleurs, on verra, je vous donnerai un peu au niveau des marchés comment les grandes compagnies ont été affectées jusqu'à moins 75% au niveau de leur action. Et alors que les compagnies comme les compagnies à bas coût ont vu leur action diminuer de 4 à 5%. Vous voyez, c'est quand même... Évidemment, cela change aussi en fonction de ce que le pays ou l'État est ouvert ou pas ses frontières. Il est permis en fait la reprise des vols. C'est un élément qui est quand même important dans le redressement de ce qu'a pu perdre la compagnie. C'est bien ça, hein? Oui, bien sûr. C'est la fermeture des frontières au début qui a fait. Ensuite, les différents États, ils ont un peu ouvert. Après, ils ont refermé quand il y a eu une deuxième vague. Après, ils ont refait. Donc, ça, effectivement, c'est très aléatoire. On verra les différents facteurs, si vous voulez. Je donnerai les différents facteurs qui ont pu affecter le. Mais il faut quand même replacer la compagnie dans un cadre global. Parce que c'est très suivi par les deux organismes qui sont l'IATA, l'Organisation d'aviation civile internationale, l'Organisation de transporteurs, et avec
et une connaissance de ce Covid grâce à l'OMS. Oui. Il y a sûrement des stratégies qui ont été mises en place à travers le monde dans les compagnies internationales. On reste encore à l'international. Est-ce qu'on a pu relever des stratégies de redressement ou de réaction par rapport à l'immobilisation des flottes? Non, merci. Les compagnies, elles ont été frappées de la même manière parce que la réaction, au départ, il y a eu une réaction de panique des États. Des États. Et donc, la première chose, pratiquement, qu'est-ce qu'ils ont fermé? C'est le confinement. Et je ne parle pas des États-Unis, c'est un cas exceptionnel, les États-Unis et tout. Mais d'une manière générale, tous les pays d'Europe ou d'Asie, ils ont couru pour le confinement et donc la fermeture des frontières. Ça a impacté automatiquement les compagnies qu'elles soient du low cost ou, j'allais dire, régulières. Elles ont été frappées de la même manière. C'est des réactions qui ne sont pas les mêmes. Il y a des États qui sont intervenus pour protéger leur compagnie. Et on peut expliquer pourquoi certains États sont vite intervenus pour protéger leur compagnie. C'est parce que tout simplement, ils avaient ce souci que c'est des compagnies cotées en bourse, c'est des grandes compagnies internationales et qu'elles sont convoitées. Il y a le risque que des fonds, si vous voulez, des fonds d'investissement lancent des OPA sur ces compagnies. Je ne sais pas si je peux citer des exemples où l'État va rentrer actionnaire. Mais pourquoi il va rentrer actionnaire? C'est pour protéger sa compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester éternellement actionnaire. Le temps que... De soutenir, en fait. Le temps que soutenir, protéger l'entreprise, que l'action remonte et tout. Mais ce scénario, on l'a déjà vu. Le crash 2001. Le crash 2001, les actions des différentes compagnies ont considérablement chuté. La première réaction des États, je parle des Occidentaux, c'est de protéger leurs compagnies. Les protéger des faillites et les protéger des OPA. OPA, oui. Des OPA. Oui, oui. Donc, les réactions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même l'intervention de l'État, elle intervient toujours tout en restant dans un cadre purement économique. Et en fonction que ce soit des compagnies, comme disait M. Belaïli, des compagnies classiques ou bien des low cost, évidemment, l'enjeu est différent. Monsieur Boutemajak, comment Air Algérie, est-ce que Air Algérie a été sensible ou à regarder un peu ce qui se passe à travers le monde afin de peut-être s'inspirer des stratégies qui sont envisagées pendant cette pandémie? Oui, effectivement, Air Algérie a été impactée. D'accord, fortement impacté même. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre du déficit. Et nous sommes toujours restés, j'allais dire, à regarder un petit peu l'évolution et les pratiques et les techniques qui se mettent en place à travers le monde, aussi bien chez nos voisins que dans des pays européens et même dans d'autres pays américains et tout. Mais il y a une donne quand même qui est commune à tout ce qui s'est passé dans la gestion de l'après-Covid. C'est tout simplement l'absence de visibilité. D'accord ? C'était très dur d'avoir une visibilité claire, d'accord, parce qu'on parle de l'après-Covid. Comment ça va reprendre ? Sous quelles conditions ça va reprendre ? Quelles vont être les conditions d'entrée dans des pays étrangers? Quelles vont être les conditions d'entrée en Algérie? Tout ça, c'est un point commun au niveau de toutes les grandes compagnies, même les petites, c'est d'essayer d'avoir une visibilité et à travers ça... L'observation a dû se faire pendant les 6 premiers mois, on va dire. Tout le long, d'accord. On en est à presque une année. Tout le long, on était... Et les rencontres managériales se faisaient régulièrement
sur la base des scénarios établis, d'accord, et des scénarios qui allaient, ce qu'on appelait un scénario pessimiste, un scénario moyen, un scénario optimiste. Bon, c'est vrai, on a aussi évolué un petit peu avec la vague. D'accord, où à un moment donné, on était dans le scénario le plus pessimiste pour dire attendez, là, ça ne va pas ouvrir pour demain. Oui. Et puis après, on voit la maîtrise un petit peu de la pandémie. On revient à un scénario assez moyen, peut-être optimiste, et revoilà un petit peu que la deuxième vague. Voilà, revoilà la deuxième vague. Entre-temps, est-ce que la compagnie, j'imagine, communiquait régulièrement sur les difficultés qui étaient en train de se construire, hein, les pertes d'une part, les salaires qui étaient de plus en plus difficiles à assumer. Est-ce que la compagnie tenait compte régulièrement de cela aux autorités compétentes ? Forcément, forcément, j'allais dire, les rencontres avec les autorités, je pourrais pas trop vous en parler parce que c'est notre premier responsable qui allait présenter un petit peu toutes les problématiques, tous les chiffres, que ce soit des chiffres de déficit ou bien toutes les dispositions qui sont mises en place par rapport à ça, et tous les systèmes d'organisation et de restructuration, de déploiement envisagés. Oui. Pendant et surtout après le Covid, mais je dirais à la reprise. Parce que là, il faut bien qu'on reprenne, mais il faudra reprendre quand même avec le Covid. Oui. Tout le monde s'accorde aussi à dire que le Covid, il faut qu'on vive avec maintenant. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. En parlant des pertes, Kher Algeri, les pertes sur chiffre d'affaires, il y a quand même ce chiffre que le premier patron de la compagnie a donné, 40 milliards de dinars de pertes à fin 2020. Le ministre des Finances a estimé dans un rapport 35 milliards de dinars de pertes sur chiffre d'affaires. C'était au mois de juin dernier. Est-ce que vous pensez réellement que les pertes ne sont pas un peu sous-estimées, Chakib Belheli? Non, ça je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas à l'intérieur de la compagnie. Moi, je me suis replacé dans un contexte plus général où je vous ai donné quelques chiffres, je pourrais vous donner quelques chiffres, on a parlé des soutiens des gouvernements, différents gouvernements. Jusqu'au mois de juin, au niveau mondial, le soutien aux compagnies apporté aux compagnies par les différents gouvernements était de 123 milliards de dollars. Et une grande partie, enfin un peu plus que la moitié des soutiens, étaient temporaires. On peut vous donner la structuration de ces soutiens. Les aides qu'ont apportées les gouvernements, là on parle sur le plan mondial. Ce qui est temporaire, c'était les impôts qui étaient différés de 4%, les prêts, donc il y a eu des prêts qui ont été donnés à la compagnie par le gouvernement, qui représentaient 41%, des prêts qui étaient garantis par le gouvernement, 9%, tout ça faisait 54%. Le reste, c'était des aides définitives, réduction de taxes définitives ou subventions. Donc c'était quand même des chiffres assez costauds, et beaucoup plus dans les pays où effectivement les compagnies étaient menacées, comme l'a dit Sikahoul, par peut-être une OPA ou par... Mais face à ces aides, ces compagnies, sans les citer, ont pris des mesures en parallèle. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contentées uniquement de recevoir de l'argent des États, elles ont pris des mesures, notamment au niveau des salaires, au niveau de la contraction du personnel, ou peut-être d'autres aspects. Oui, ces compagnies ont pris des mesures pour la réduction des coûts. On a pris beaucoup de mesures sur la réduction de coûts. Les salaires n'étaient plus les mêmes parce que les avions étaient au sol. Donc il y a beaucoup de primes qui disparaissent. Et de l'autre côté, certaines compagnies ont retiré définitivement de leur flotte certains avions. Certaines compagnies ont déjà pris pour le futur de ne plus desservir certaines, de ne plus exploiter certaines lignes. Donc il y a eu quand même un certain nombre une réadaptation même dans le schéma, dans la stratégie commerciale des compagnies. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que des décisions qui s'apparentent à celles que vient de citer Chakib Belheli, la compagnie a-t-elle prise, ne serait-ce qu'au niveau des salaires? Est-ce que des choses ont changé pendant cette année de pandémie? Est-ce qu'il y a eu des efforts sur à baisser les coûts? L'effort a été fait par la compagnie jusqu'à présent pour assurer encore le salaire du personnel. Et des débats sont toujours en cours, essentiellement avec les partenaires sociaux,
pour un terrain d'entente. D'accord? Et nous, j'espère bien, du moins, que le terrain d'entente se mettra en place à partir de l'année 2021. Est-ce que la compagnie a versé les primes de ces il y a eu travailleurs? effectivement, vous savez, quand il y a eu la première période où on appelait ça c'était les congés. Donc il y avait la période d'apurement des congés, et puis après les reliquats de congés. Les reliquats de congés. Il y avait une disposition qui avait été prise, je ne me rappelle plus. Pour que les salariés, en fait, épuisent tous leurs congés. Épuisent tous leurs congés, ensuite... mais il y avait des salariés aussi qui avaient déjà épuisé leurs congés, mais qui se devaient de rester quand même en congé. Donc forcément, maintenant je ne parle pas aussi de la corporation des navigants. D'accord, parce que eux, bon, vous savez, il y a une rémunération aussi qui se fait à l'heure de vol, donc forcément il y a une réduction sur le salaire à ce niveau-là, mais globalement il y a aussi une réduction sur les primes et tout. Mais disons que la compagnie a quand même assuré un salaire jusqu'à présent normal. Est-ce que vous pensez qu'Air Algérie devrait prendre des mesures un peu plus costauds pour appréhender la situation dans laquelle elle est, et éventuellement aussi l'aide qui est sollicitée d'ailleurs dans un plan de relance qui est proposé par Air Algérie? Il y a une aide demandée en tout cas de l'État. Merci. Non, je veux expliquer une situation. L'environnement international, en dehors Covid, l'environnement international dans l'aviation civile, c'est quoi maintenant? Les cieux sont ouverts. Vous ne pouvez plus fermer le ciel à la concurrence. D'ailleurs, on le voit bien qu'il y a beaucoup plus de concurrence sur le ciel algérien qu'il y a 20 ans. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir se renforcer la concurrence sur le ciel. Donc, déjà, Air Algérie, elle est exposée à une autre concurrence. Et on l'a vu, j'allais dire, peut-être pas mieux qu'une compagnie a fait faillite pour que Air Algérie reprenne un peu certaines parts de marché. Vous parlez des glasures. Oui, oui, je parle des glasures. Qui à un moment donné, vraiment, elle a porté un coup dur pour Air Algérie. J'ai lu sur la presse qu'il y a déjà des compagnies qui se préparent et qui se positionnent sur le marché algérien en dégageant des slots, c'est ça, en dégageant déjà des slots pour le futur. Ils se repositionnent sur le marché algérien. Par rapport, si je reviens maintenant à la Covid, qu'est-ce qui se passe si on voit, parce qu'il a abordé le sujet dans les compagnies internationales, il ne faut pas se leurrer, les États dans le monde, ils ne donneront jamais de l'argent, même pour protéger leur compagnie, dans un cadre hors économique. C'est vrai qu'il y a des États qui ont décidé peut-être de rentrer actionnaires, mais à côté de ça, ils disent j'allais dire au top management, vous allez réduire les coûts. Et donc, il y a un travail qui est fait par les compagnies elles-mêmes, d'essayer de réduire les coûts compte tenu de la situation. Est-ce que Air Algérie, elle l'a fait ou elle est en train de le faire? Air Algérie, c'est un établissement public. Aucune entreprise publique ne s'intéresse aux coûts, ni hier ni demain. Il faut rappeler que Air Algérie a commandé ces dernières années 2 audits, un au niveau de l'IATA et un au niveau de la compagnie allemande Lufthansa. Des audits sur, d'une part, notamment sur la question de l'abaissement ou de la maîtrise des coûts. Est-ce que ces audits ont eu en tout cas un écho sur le management de l'entreprise, Sami Boutelmaja? Parfaitement. La démarche de réduction des coûts, je dirais, elle est lancée depuis
depuis quand même 3-4 ans, si ce n'est plus. Hein. D'accord. Le président, il y a quelques mois, c'est le président de la République qui dit que l'entreprise doit fermer quelques représentations internationales. Non, excusez-moi, quand le président de la République intervient pour ce genre de choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de management au sein de l'entreprise. Vous m'excusez. C'est une décision qui revient, elle est de la compétence du top management. Pourquoi c'est le président qui parle? Mais s'il a parlé, c'est parce qu'il a vu que rien n'est fait. Oui, c'est vrai qu'à l'ère du numérique, il y a énormément d'agences Air Algérie à travers le monde. On vous laisse répondre, monsieur. Non, excusez-moi, j'ai rebondi sur ça. Allez-y, c'est un débat. Allez-y. Il n'y a pas de souci, j'ai parlé de démarche, d'accord. La démarche, une volonté. La démarche est organisée, planifiée, d'accord, et elle prend un chemin pour un but précis qui normalement n'est pas une finalité, mais qui reste dans la continuité de toujours maîtriser et réduire les coûts, tout en maintenant bien sûr sa rentabilité et ses performances. C'est en train de se faire, effectivement, une organisation est en train de s'opérer sur le réseau international et ça a commencé par le réseau France, d'accord, où on est en train de revoir et de réduire les délégations et de représentations. Ça va s'étaler aussi sur un environnement international parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre la gestion d'un marché par une représentativité d'Air Algérie ou bien peut-être faire appel à une sous-traitance, ce qu'on appelle généralement les General Sales Agents, les GSA. Bon, il y a des modèles qui existent et on ira certainement sur ces modèles-là où on sera dans une configuration efficiente et bien sûr, j'allais dire, à moindre coût. Sur le réseau national, par exemple, vous avez peut-être dû voir que depuis quelques années, depuis 2014 ou depuis 2015, on s'en tient à une politique de distribution, une politique commerciale de distribution, d'accord, qui veut que notre présence ne soit réduite qu'à une seule agence par wilaya, d'accord. Et donc vous pouvez voir que il y a eu beaucoup d'agences depuis 2014 hein, sur le territoire national, aussi bien au niveau de Constantine, Alger, Oran, Annaba. Beaucoup d'agences ont été fermées. C'est pourtant pas les plus budgétivores. Ce sont les agences qui se trouvent dans les capitales européennes notamment, qui sont très nombreuses. Parfois se trouvent dans des pays où il y a très peu de dessertes. Et on dit entre parenthèses que les gens qui y travaillent, ils vont, vous savez, avec beaucoup de pistons. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des résistances au sein de la compagnie pour prendre des décisions qui semblent être à la fois simples, mais si compliquées en même temps, celle de baisser les coûts? Oui, bon, notamment pour ces agences. Hein. Récemment, le ministre des Transports a fait passer un dossier au Conseil des ministres. Et donc, il y avait il était décidé de réduire considérablement les agences à l'étranger. Parce que maintenant, vous avez d'autres méthodes de commercialisation et on réduit en même temps, si vous voulez, les coûts de distribution. Les grandes compagnies maintenant passent beaucoup par l'achat en ligne. Bon, ici on n'a pas encore, la monétique n'est pas très développée en Algérie, mais dans ces pays précisément, en France ou en Europe, les gens utilisent beaucoup la carte crédit pour acheter directement. Ils peuvent même s'enregistrer. Elle est opérationnelle en Algérie aussi. Hein. Oui, mais très peu. C'est pas encore. Montez dans un avion d'Air Algérie. Je prends un avion d'Air Algérie. Vous voulez acheter un parfum, un truc. Vous dites, donnez-moi, je vais payer par ma carte. J'ai une carte. On n'a pas ça encore. Donc c'est pas encore quelque chose qui. Maintenant, je voudrais revenir à ce qu'a dit M. Kahoul sur la compagnie qui a fait faillite, Aigle Azur. Comment se distribue Aujourd'hui, nous avons un marché qui est en duopole. C'est-à-dire, vous avez, prenons, parce qu'on parlait d'Aigle Azur, donc Aigle Azur a disparu,
ces sièges qui étaient offerts par Aigle Azur ont été repris par Air France et par Air Algérie. Parce que c'est dans un marché comme ça, on dit l'autre partie va offrir 100 000 sièges. La partie algérienne va offrir 100 000 sièges. Nous ne sommes pas encore dans un système de concurrence, sauf l'accord aérien qui a été signé avec les Émirats, où c'est un accord qui est pratiquement un accord presque d'open sky. C'est-à-dire les différentes compagnies peuvent venir, on ne peut pas limiter l'offre, les tarifs sont libres, etc. Mais ce n'est pas le cas des autres. Et ça, c'est à l'avantage, bien sûr, d'Air Algérie, parce qu'elle continue à se faire protéger, mais c'est aussi à l'avantage des compagnies étrangères qui parfois vendent des billets de manière à des prix très très chers. En particulier Air France, avant le Covid, on avait des billets qui étaient 50% plus chers que ceux d'Air Algérie en première classe. Maintenant, les résistances, bien sûr, il y a toujours des résistances, il y a toujours la résistance au changement. Si on veut restaurer Algérie, il faut qu'il y a plusieurs... il y a beaucoup de... Quand on dit le sureffectif, et à chaque fois, on met sur Air Algérie, il y a 9000 employés, alors qu'il y a tant d'avions, et on fait un ratio, on dit tant d'avions avec un site Ethiopian, qui est une compagnie extrêmement bien gérée. Voilà une compagnie en Afrique qui est très bien gérée, parce qu'elle a toujours fait les changements qu'il fallait en temps opportun. Nous, l'Air Algérie, on a beaucoup traîné, et ce n'est pas uniquement de la faute d'Air Algérie, il y a aussi les pouvoirs publics. L'actionnaire d'Air Algérie à 100%, c'est l'État. Si l'État n'est pas décidé, il y a eu des schémas de restructuration qui ont été proposés il y a très longtemps, mais si l'État, l'actionnaire principal, ne veut pas y aller, pour des raisons où il faut la paix sociale, il faut ceci, on ne peut pas le faire. Donc, Est-ce que c'est pas une erreur de limiter le débat, de baisser les coûts de la compagnie à travers uniquement le salariat? Si la masse salariale aujourd'hui est incompressible, si elle devait l'être en tout cas, il doit bien y avoir d'autres outils. Non, c'est clair qu'il y a d'autres outils. Mais dans le transport aérien, d'une manière générale, dans les services, les coûts fixes sont les plus élevés. Vous savez que dans un coût de revient, j'allais dire, d'une prestation, les coûts fixes vont représenter, je parle des services, ils vont représenter entre 70, parfois 80%. Les coûts variables, si on va s'attarder pour voir quels sont les coûts variables dans le transport aérien, vous allez trouver que ça ne représente pas grand-chose. La consommation du carburant, les avions étaient, j'allais dire, en gare. Est-ce qu'elles consomment du carburant? Non, elles ne consomment pas du carburant, et par conséquent, le carburant est ce qu'on appelle un coût variable. Oui. Mais les coûts fixes sont généralement très élevés. C'est à peu près 50%. Hein. Des choses. Les coûts fixes des compagnies. Des compagnies aériennes? Oui. C'est à peu près 50%, non, sauf les compagnies à bas coût qui ont des coûts fixes un peu plus bas. Nous avons les coûts fixes, les coûts fixes demi-fixes, c'est à peu près 49%. Les coûts variables, c'est à peu près 51%. Si vous permettez. Donc, sur quoi elle peut intervenir, la compagnie? Elle peut intervenir sur ses coûts fixes. Parce que les coûts variables, il y a des coûts variables incompressibles de toutes les façons. La consommation du carburant, elle est incompressible. Mais il y a des coûts variables compressibles. Mais les coûts qui sont difficilement incompressibles, c'est les coûts fixes. Pour pouvoir faire baisser ces coûts fixes, est-ce qu'elle va toucher? Elle va toucher soit augmenter, j'allais dire, ses ventes, c'est-à-dire elle va vendre beaucoup plus de billets. À ce moment-là, oui, elle va faire baisser les coûts fixes, soit faire, j'allais dire, se séparer d'une partie du personnel moins productif. Je prends un exemple, regardez. On dit que la compagnie Air Algérie, elle va développer la billetterie électronique. Hein, c'est-à-dire la vente à distance. Voilà, je vais dire la vente à distance. Vous parlez de dégraisser les métiers administratifs. Voilà. C'est ça. Si on va développer ce qu'on appelle un système d'information informatisé, voilà, pour parler d'une manière globale, c'est dans un objectif de réduire le coût. Si je le développe, il faut bien que je me sépare d'une partie du personnel.
Oui. Elle peut être réorientée. Ça. Elle peut être formée pour être, employée dans un autre segment. On va la rendre plus productive. Voilà, on va dire comme ça. Oui, c'est le métier du RH, c'est bien ça. Le cas échéant, on va se séparer. Oui. Mais généralement, qu'est-ce qu'on assiste ici? C'est ce qui se passe dans les banques. Hein. On parle de développer ce qu'on appelle les systèmes d'information informatisés, mais sauf que on fait rien pour réduire les coûts d'un côté. Vous parlez du personnel qu'on n'a pas réorienté, mais elle n'a jamais réorienté le personnel. Posons la question à Sami Boutemadja. Est-ce qu'il y a cette possibilité, cette perspective justement? C'est absolument inscrit avec le temps. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Maintenant, la vente par Internet, Air Algérie a été quand même l'une des entreprises pionnières en la matière. Hein. Les premières ventes que nous avons réalisées à l'époque, c'était en 2010. Mais après, il fallait attendre un petit peu que les lois sur de la monétique et de l'achat en ligne, se mettent en place. Donc, le service Internet et les ventes Internet au niveau de la compagnie sont assez fournis depuis 2016, d'accord, essentiellement pour les ventes par carte de crédit. Ce n'est que récemment qu'on a vu les cartes CIB, les interbancaires et Dahabia. D'accord. Et ça a mis du temps pour s'installer d'ailleurs, hein, entre le moment où ça a été annoncé, parce qu'il y a eu un problème qui était indépendant à la compagnie. Une année plus tard, ça pouvait être faisable, hein, malgré la promotion de la vente en ligne. Absolument, ça a mis beaucoup de temps. D'accord, absolument. C'est d'accord. Ça c'est du e-commerce, hein, parce qu'à côté de ça, il faut s'adapter à ce qu'on appelle le e-payment. D'accord. Oui. Mais pour réduire les coûts, excusez-moi, pour réduire les coûts, finalement, la compagnie en ce moment n'a pas encore mis en place. Le temps passe, l'argent file. On a dit qu'un avion cloué au sol coûtait cher en termes de maintenance notamment. Actuellement, les outils, je veux dire, envisagés sur le terrain et concrètement. Non, concrètement, c'est vrai, parce que là, on est en train de parler d'une j'allais dire d'un compte de charge qui concerne les coûts de distribution. D'accord. La réservation par Internet est un canal de distribution. D'accord. Les points de vente propres à Air Algérie, c'est ce qu'on appelle un canal de distribution direct. Et puis vous avez les partenaires qui vous vendent aussi. Ça aussi, c'est un canal de distribution indirect. D'accord. Le partenaire, c'est soit à la commission, soit aux frais de service. Enfin, mais tout ça rentre dans la stratégie de distribution qui vient réorganiser le modèle de distribution d'Air Algérie. Et comme je vous l'ai dit, comme l'a très bien dit notre président de la République, la réduction de la représentativité à l'international tout en s'appuyant sur ce qu'apporte la technologie, ce qu'apportent les TIC et à notre niveau d'intégration et d'adaptation à ces outils modernes, nous allons aller vers la réduction de ces canaux de distribution directe. Oui. En Algérie, malheureusement, la clientèle est toujours là au niveau des agences de nos agences. Oui. La clientèle est toujours là. La clientèle, vous voulez dire qu'elle est assurée? Elle est rassurée encore. Pendant cette pandémie, est-ce que la filiale catering, la filiale fret, a pu tirer profit de cet arrêt des activités? Est-ce qu'ils se sont redéployés? Est-ce qu'ils ont travaillé? Monsieur Belaïli a cité un petit peu l'activité cargo. Bon, effectivement, même pour notre compagnie, la filiale cargo a vu son activité augmenter, doubler ou tripler. C'est une filiale, je n'ai pas trop les données. Oui. Nous avons eu aussi une activité charter, hein, de location avion, qui a, comparativement bien sûr à l'habituel, ou plutôt aux années passées, qui a pratiquement doublé aussi. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que nous avons vu
grande augmentation. Vous savez, pendant le confinement et tout, le site internet d'Air Algérie était visité par des millions de clients. Donc on a eu une fidélisation quelque part d'une clientèle. Oui, parce que les gens étaient très en attente de venir en Algérie. Hein. Beaucoup d'Algériens sont bloqués à l'étranger. Maintenant, même il y a eu beaucoup d'histoires dramatiques. Beaucoup de gens ont perdu des parents et on comprend qu'ils aillent un peu vers taper à une porte qui pour l'instant est restée fermée. Alors justement, vous me tendez la pêche pour poser cette question. Qui est très simple finalement. Et si les frontières n'étaient pas fermées jusque-là, est-ce que ça en aurait évité? Est-ce que la compagnie engrange autant de pertes? Non, bien sûr, si les frontières n'étaient pas fermées, il y aurait eu beaucoup plus de voyages, enfin dire beaucoup plus de vols vers l'étranger. Mais maintenant, il faut rassurer les pouvoirs publics. Il y avait l'idée qu'effectivement, s'il y a beaucoup plus de voyages, la contamination va progresser de manière exponentielle. Il y a une étude de l'IATA qui a prouvé le contraire en disant, je peux vous donner les chiffres, qu'il y a eu 40 et quelques contaminations sur 1 milliard de passagers. 44 contaminations. C'est une étude de l'IATA officielle. Oui. Donc, si bien sûr les gens portent la bavette et prennent les mesures habituelles. Hein. Et il y a aussi certains États qui imposent la présentation d'un test PCR négatif de 72 heures. Voilà, il y a le test, ça à la limite, un passager peut le faire. Mais les équipages, vous n'allez pas leur dire à chaque fois qu'ils sont dans un pays étranger, il faut revenir avec un test. Sinon, c'est chaque semaine, ils sont obligés de faire le test. Oui. Donc maintenant, on attend. D'ailleurs, il y a eu très vite, dès qu'on a annoncé, Pfizer avait annoncé qu'il y avait le vaccin qui était en bonne voie, on a vu l'effet inverse, c'est-à-dire la valeur de l'action des compagnies a repris. Et la valeur de l'action des moyens utilisés, les vidéoconférences, etc., Zoom par exemple, a commencé à baisser. Oui. Expedia aussi, les organisateurs de voyage, les grands hôtels, etc. Oui. Donc vous savez, c'est très rapide. Après, c'est très volatile. Hein. Là, on est à la deuxième vague, il pourrait y avoir une troisième, donc les cours risquent de baisser à nouveau. Est-ce que, étant donné que la compagnie nationale fait un rapatriement ce mois-ci, elle a démarré les vols intérieurs, finalement, on peut dire qu'on est prêt aujourd'hui, Mohamed Saïd Kahoul, pour la reprise de l'activité de la compagnie? Tout dépendra aussi, c'est-à-dire que vous parlez des vols internationaux, tout dépendra des pays d'accueil. Hein. Là, ça va dépendre des pays d'accueil aussi. Hein. Est-ce qu'ils vont accepter de recevoir, j'allais dire, des passagers ou ils ne vont pas accepter pour le moment? Ça dépend. C'est beaucoup plus une décision qui dépasse le cadre commercial. Hein. Ça reste, elle est toujours au niveau sanitaire. Je ne sais pas, en été, il y avait des pays qui ont pris la décision d'accueillir les étudiants, par exemple. Mais c'était à la rentrée universitaire et des actions ponctuelles. Voilà, exactement. Maintenant, pour, si vous voulez, le tourisme, on va dire d'une manière générale, bon, je ne pense pas qu'il va y avoir une autorisation de suite. Hein. D'autant plus, nous appartenons à des pays qui n'ont pas la bonne réputation de gérer le côté sanitaire de la pandémie. Et je pense que les pays du Nord resteront toujours prudents jusqu'à peut-être à ce qu'il se développe le vaccin. Moi, je voudrais rebondir, par exemple, je préfère rebondir sur... Très rapidement, si vous voulez, il reste pas beaucoup de temps. Allez-y, rapidement. Il reste combien? Alors, laissez-moi poser ma question. Allez-y. On va rebondir sur l'économique. Alors, est-ce qu'on peut se dire combien coûte un avion cloué au sol chaque jour? Combien coûte-t-il? Est-ce que vous avez une estimation? Je suis désolée de vous coincer avec une question pareille. Là, vous me posez une colle. Peut-être un ancien. Pas tout à fait. Oui, on rappelle à nos téléspectateurs que vous venez de la division commerciale. Oui, ça dépend non, mais j'ai pas en tête comme ça, mais ça dépend quel type d'avion, combien de... Oui. Si c'est un avion, un Airbus, c'est pas la même chose c'est pas le même coût
qu'un Boeing 737, etc. Donc, et il y a également l'aspect âge. On dit souvent que la compagnie Air Algérie a une flotte qui est vieillissante. Est-ce que c'est réellement le nœud gordien de la compagnie, sachant que dans le plan de relance qui a été proposé par la compagnie au gouvernement, l'aspect renouvellement de la flotte domine. Est-ce que vous pensez que c'est le problème ? C'est pas le problème, mais il est bon d'avoir, pour une compagnie comme ça nationale, d'avoir des avions, enfin l'âge moyen de la flotte qui ne soit pas plus que 10 ans, 12 ans. Les autres compagnies qui sont de deuxième ordre peuvent, parce qu'un avion a une durée de vie limitée, donc toutes les pièces de l'avion sont suivies, etc. Mais pour rester avec une flotte quand même qui est moderne, etc., et pouvoir aussi faire face à la concurrence, même si on est dans un marché de duopole, mais quand même les gens comparent. Hein. Voilà, je sais pas. J'ai 25 ans. Hein? J'ai 25 ans. L'âge d'un avion moyen. Non. L'âge d'un avion, il peut rester tant qu'on... Pour rester... Non. Pour rester accepté dans n'importe quel aéroport, je parle là. Parce qu'il y a des aéroports qui n'acceptent pas certains avions, ils ne sont pas acceptés dans tous les aéroports. Non, les avions qui ne sont pas acceptés sont les avions, c'est par rapport aux normes de bruit. Aux normes de bruit, effectivement, il y a eu les normes écologiques. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de demander à l'État, au vu de la situation financière actuelle qui prévaut, de demander à l'État de financer un renouvellement de flotte? Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre du possible, de l'envisageable? Je vais répondre à votre question, mais moi je veux juste ouvrir une parenthèse. Voilà ce que Air Algérie dit. Le top management d'Air Algérie, il dit que l'État ne nous donne pas de subventions, mais par contre, il subventionne le transport aérien à l'intérieur du pays. Et en contrepartie, il reverse la contrepartie à la compagnie. Pour le principe, moi je dis oui, que l'État subventionne certaines zones. Oui, il faut bien. Le Nord, moi personnellement je ne vois pas pourquoi l'État va financer le transport aérien dans le Nord du pays. Mais par contre, le transport aérien dans les zones, j'allais dire, les zones intérieures, où il n'y a pas d'autres moyens de transport, où il n'y a pas d'autres moyens de transport, oui, l'État finance. Pour aider le tourisme aussi, enfin le peu de tourisme local qu'il y a. Exactement. C'est pour développer, j'allais dire, aider des régions pour qu'ils puissent se faire transporter à des prix raisonnables et tout. Je dis oui, et moi-même, j'adhère à cette politique. Mais il faut pas que ça reste dans un cadre purement économique. Et dès que ça sort du cadre économique, ça devient social. Mais ça devient social, pas envers le citoyen, ça devient social vers la compagnie. Je vous prends un exemple. En 2011, j'espère que j'entends, oui, c'est en 2011. En 2011, la compagnie a perdu 13 milliards de dinars. Elle a fait un chiffre d'affaires de 57 milliards de dinars et les charges d'exploitation étaient à 69. L'État, exceptionnellement, il a donné un peu plus de 8 milliards de dinars. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y a une relation transparente entre l'État et la compagnie. L'État, il va décider en fonction des besoins sociaux des régions. Voilà, le billet d'avion, par exemple, que vous vendez à Alger-Béchar, moi, je vous finance, je prends un exemple, un chiffre, je vous finance à 5 000 dinars. Le billet d'avion que vous faites Alger, je ne sais pas... On a compris l'idée, allez-y. Vous avez compris. Oui, oui. Et donc, en fonction de chaque région, le soutien au billet d'avion... Un soutien pertinent et efficient, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Exactement. Savoir où l'argent va partir, voilà. en fait. Et que la compagnie, quand elle va demander la compensation à l'État, elle va la demander en fonction du chiffre réel, du chiffre d'affaires réel, c'est-à-dire en fonction du nombre de billets réellement vendus.
Voilà, et là, ça devient une relation entre l'entreprise et l'État purement économique. Oui. Vous dites que c'est une année exemple, hein, vous dites qu'il y a eu énormément de pertes. Ces pertes-là doivent-elles être mises sous l'onglet d'un management qui est archaïque, un management qui n'est pas efficace et surtout efficient? On en tient pour exemple, dernièrement, la compagnie Air Algérie aurait vendu 3 Boeing 767 à une compagnie privée américaine à un prix dérisoire. Ces avions sont partis volants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans un état comment dire, un état mauvais. Comment se fait-il que Air Algérie puisse envisager de telles transactions? En vérité, je n'étais pas été dans le secret des négociations ni dans le secret de la vente, mais ce que je peux vous dire au moins, c'est que c'est l'une des rares ventes d'avions qu'a effectué Air Algérie dans toutes les transparences. D'accord. Il y a eu des ventes qui ont des ventes d'avions dans le passé. C'était des tentatives, je dirais, mais qui n'ont pas vraiment abouti. Là, on a effectivement 3 avions qui sont vendus. Bon, on dit que c'est pas au bon prix, ça je pourrais pas trop vous le commenter, mais je sais que c'est l'une des opérations que la compagnie a réussi, du moins. Oui, je voudrais ajouter, bon, on tape toujours sur le management, bon, bien sûr, il faut toujours... mais les dernières années, bon, je suis acteur dans le transparent, mais je suis aussi spectateur, quand même on a remarqué une amélioration nette de la ponctualité. Ces dernières années. Ça, il faut quand même le mettre au crédit d'Air Algérie. Maintenant, je voudrais juste une dernière parole sur le transport aérien. En général, en Algérie, c'est un pays qui est vaste, c'est un pays qui a vocation aéronautique. Il y a de la place pour 4 ou 5 autres compagnies. Il faut maintenant se mettre à créer des compagnies low cost. C'est ces compagnies low cost qui vont permettre d'améliorer la gestion du transport aérien en général, qui vont offrir des billets beaucoup moins cher, avec un service, c'est-à-dire respect des horaires, etc. Et ça permettra aussi de faire pression sur les autres compagnies, aussi bien Air Algérie qu'Air France, qui desservent, pour améliorer un peu le service. Ça ne risque pas d'être une concurrence qui va... Écoutez, carrément... j'ai dit à un ministre récemment... Pas détruire, mais en tout cas fragiliser encore plus la compagnie nationale. Vous savez, quand vous avez une épreuve, prenons le cas d'un privé, Hamoud Boualem. Hamoud Boualem, quand Coca-Cola était venu, il a subi un choc. Et après, ça lui a permis de se réorganiser, de se moderniser, etc. Et Hamoud Boualem a repris le dessus sur Coca-Cola. Donc, maintenant, nous sommes dans un pays qui est vaste, on peut créer ici 3 ou 4 autres compagnies et qui auront beaucoup de travail et qui pourront aussi faire face. Aujourd'hui, les Émirats vont venir avec 3 ou 4 compagnies sur ce marché-là. Et c'est leur droit, parce que nous sommes dans un système où vous offrez 100 000 places, j'offre aussi de mon côté 100 000 places. Air Algérie ne peut pas, à elle seule, faire face à ce marché. Et il faut différents marchés avec une segmentation de la clientèle. Quelqu'un peut prendre Air Algérie, d'autres pourraient prendre une compagnie low cost, etc. Et ça oblige Air Algérie à se réorganiser. Sinon, on va toujours dire Air Algérie, Air Algérie. Donc envisager d'augmenter les capacités de la compagnie avec l'aide de l'État, c'est pour vous, selon vous, ce n'est pas ce qu'il faut faire? L'aide de l'État, comme l'a dit... l'aide, j'entends renouveler la flotte, augmenter le vol. Renouveler la flotte, l'État peut garantir des prêts, mais ça restera toujours, comme vous l'avez dit, sur un rapport qui est économique, même avec l'État. Oui. L'État étant l'actionnaire peut aider aussi sa propre compagnie, mais il faut que ce soit sur un contrat État-entreprise. Une dernière question, très rapidement si possible. La situation de la compagnie, aussi difficile soit-elle, telle que nous l'avons décrite, ne date pas de cette année uniquement, hein, elle date de l'avant Covid, Mohamed Saïd Kahoul. Est-ce que l'on peut envisager que des décisions telles que l'ouverture du capital de la compagnie soient envisagées et soient bénéfiques? Regardez, moi, comment je vois l'avenir de cette compagnie. D'abord, il faut noter que c'est une compagnie de petite taille. Pour faire la concurrence, et tout à l'heure je parlais des coûts fixes, il faut augmenter la taille de l'entreprise. C'est plus facile d'augmenter la taille de l'entreprise pour réduire les coûts fixes
Bien sûr, augmenter sa part de marché et réduire les coûts fixes que de rester petit et vouloir réduire les coûts fixes. Comment qu'on peut faire? Il y a Tassili Airlines. Pourquoi l'État crée Tassili Airlines? Il crée deux compagnies qui se font la concurrence sur le même segment de marché. Excusez-moi, ça c'est de la non-stratégie. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit récupérer, soit par Algérie, soit le contraire, récupérer Tassili Airlines, créer une grande entreprise. Une fois qu'il fait la fusion entre les deux entreprises, qu'est-ce qu'il fait? Il va filialiser l'entreprise. Il va la filialiser. Une fois filialisé cette entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le capital de chaque filiale et il pourra mieux évaluer, j'allais dire, chaque filiale sera évaluée financièrement et quand on va ouvrir la filiale de chaque, plutôt ouvrir le capital de chaque filiale, on l'ouvrira dans de meilleures conditions. Parce que ce qui se passe, regardez, on parle d'une plateforme aéroportuaire à Tamrast et on parle d'un port à Hamdania. Bien sûr, on parle également d'un hub au niveau de l'aéroport d'Alger. C'est ce qui est prévu. C'est Tamrast et Alger qui deviennent deux plateformes, j'allais dire, de transport aérien. Et on parle du port de Hamdania. Bien sûr, un pays se construit aussi sur le futur. Mais créer deux pôles aéroportuaires, ou là, deux hubs aéroportuaires. Et quand l'État il a une petite compagnie aérienne qui ne représente rien du tout, mais il va les créer pour d'autres compagnies. L'idéal, c'est de fusionner ces deux compagnies et pour créer une grande compagnie et pour qu'elle puisse se développer, il faut ouvrir le capital. D'ailleurs, ça permettra d'améliorer le management. Un privé, il aurait fermé depuis longtemps les représentations internationales, il n'aurait pas attendu un chef d'État pour le dire. Une dernière question pour vous, M. Boutemaja. Qu'est-ce qui est prévu en termes de redéploiement vers le sud du continent, c'est-à-dire l'Afrique? On sait qu'avant la Covid, 2 dessertes devaient être engagées et la chose a été reculée à cause de la pandémie. Est-ce qu'il y a une stratégie dans ce sens? Il y a une stratégie de redéploiement. Bon. Maintenant, il va falloir faire avec l'après-Covid. Il était effectivement planifié d'ouvrir de nouvelles escales en Afrique. C'était prévu pour le mois de mars passé. Quelles étaient les deux dessertes qui étaient prévues? C'était Douala et Libreville. D'accord, qui devaient venir se rajouter aux escales africaines que nous desservons. Un élément clé dans le redéploiement et dans l'agrandissement, si vous voulez, de la compagnie, même dans son réseau de vente, c'était aussi le hub d'Alger, d'accord, à travers toute la connectivité, les facilitations qu'il pouvait offrir. Mais il y a aussi un autre élément important aussi, sur lequel Air Algérie est en train de travailler aujourd'hui, c'est le partenariat avec les compagnies aériennes et l'adhésion à une alliance. Quand vous avez des code shares, ce qu'on appelle des code shares, des partages de codes avec des compagnies aériennes ou que vous êtes intégré dans une alliance, c'est votre réseau de vente qui s'élargit et vos services qui grandissent. Mais tout ça, bien sûr, a besoin d'un environnement, d'une bonne reprise, mais aussi d'une plateforme de facilitation aux normes internationales, le hub. Oui, une amélioration du management aussi, donc absolument. Une digitalisation aussi, enfin, tout ce qu'on a pu dire. Un dernier mot pour vous, allez-y, monsieur Belaïli, rapidement. Ce que vous venez de dire sur le... je suis entièrement d'accord avec c'est ce qu'ont fait les Français quand ils ont regroupé Air France, Air Inter, pour avoir une taille critique pour affronter la concurrence. Maintenant, cette stratégie de portefeuille de création de filiales, nous l'avons proposée en 95, en disant, nous, là, effectivement, au niveau de la société mère, il faut rester uniquement avec l'État, mais au niveau de toutes les filiales,
Et il y avait 5 ou 6 filiales. Il fallait quand même faire mettre du capital privé là-dedans. Et ça aurait, je pense que ça aurait marché. On a raté ça quand même en 95. Le dernier mot pour vous, très rapidement. Très rapidement. Tassili Airlines, juste pour vous donner, pour vous dire que ce n'est pas des entreprises, elles ne peuvent pas continuer comme ça. Bilan 2018-2017 et bilan 2018. Donc je parle de 2 bilans. La masse salariale, elle est de 40% du chiffre d'affaires. Tassili Airlines. Oui. Non mais c'est des entreprises qui ne sont pas viables. Et puis c'est pas la vocation. Je ne sais pas Air Algérie combien que ça représente. Excusez-moi. Je ne sais pas Air Algérie combien que ça représente. J'ai entendu un représentant d'Air Algérie dire que la masse salariale, elle est élevée et elle est de 18-20%. Non. Une compagnie aérienne qui a une masse salariale de 14-15%, c'est bon. Donc s'ils sont à 18, c'est bon. Mais la réalité, c'est que moi, ça m'étonne qu'ils sont à 18, puisqu'ils font des pertes. Oui, on rappelle qu'elle appartient à la compagnie pétrolière qui n'a pas vocation, en fait, de faire des 40% de masse salariale. Une masse, voilà, un déséquilibre tel. Merci à vous, Saïd Kahoul, d'avoir participé à ce débat. Merci Sami Boutemmadja, directeur vente et réseau au niveau d'Air Algérie. Et merci à vous, Chakib Belaili, ancien directeur général d'Air Algérie. Merci de nous avoir suivis dans ce débat où on a essayé de vous décrire la situation de la compagnie nationale Air Algérie et vous donner aussi les outils et les solutions. On n'a peut-être pas fait tout le tour de la question. On y reviendra, j'espère, sous des cieux ouverts. Très bonne soirée à tous. On se retrouve mercredi prochain.